Qui ne connaît pas les amours? Des chiffres et des lettres, question pour un champion, money drop, qui veut gagner des millions? N'oubliez pas les paroles, les 12 coups de midi, mais aussi la France a un incroyable talent, le meilleur pâtissier, Koh-Lanta, Fort Boyard. De 7 à 77 ans, voire plus, les jeux télévisés sont des rendez-vous incontournables du petit écran pour toute la famille. Divertissants, instructifs, captivants, ils s'invitent dans nos foyers aux heures de grandes écoutes et font la joie des aficionados du buzzer, des intellos, des warriors, des stratèges. En un mot, ils ne laissent personne indifférent. Mais connaissez-vous leurs véritables histoires? Qui sont ces cerveaux enflammés, capables d'imaginer des scénarios rocambolesques qui sauront tenir en haleine des millions de téléspectateurs? Comment écrit-on un scénario de jeu? Comment le produit-on? Qui sont celles et ceux qui vont travailler d'arrache-pied pour que l'imagination d'un scénariste tout seul, dans sa chambre, devienne un succès planétaire? Vous n'avez pas la réponse? Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous éclairer. Écoutez cette série de podcasts initiée par la SAGE, la Société des auteurs de jeux, et plongez dans un univers mathématique, poétique et spectaculaire. Finalement, ce qui me plaît dans les réalisations de talent show, c'est le fait que ce soit monté après, bizarrement. C'est-à-dire que on pourrait dire que ça enlève du pouvoir au réalisateur sur le tournage, mais finalement, pour moi, le travail du réalisateur sur des talent shows qui sont beaucoup montés derrière, c'est d'amener la meilleure matière au montage, en fait, et qu'il puisse raconter la meilleure histoire possible. Je me souviens de moments où on peut tous avoir les larmes aux yeux. Tous, c'est les coachs en plateau, le talent, mais c'est tous les gens qui sont en régie, tous les techniciens... Même les plus solides moralement peuvent à un moment avoir... Ça c'est beau quand même, quand l'image elle permet de retransmettre cette émotion-là. Je vous ai dit que nous allions les retrouver. Stéphane Méret et Tristan Carnet nous ont enchantés dans le podcast que nous avons consacré aux réalisateurs de jeux TV. Vous ne l'avez pas écouté, je suis un peu déçu. Bref, je vous invite à le faire sans plus attendre. Dans cet épisode, ils nous ont fait partager leur passion pour un métier atypique, le plaisir qu'ils éprouvent à travailler avec des équipes fidèles, l'importance de raconter de belles histoires et de participer à des œuvres audiovisuelles uniques. Il nous est paru essentiel de revenir sur certains projets auxquels ils ont apporté leurs expériences, dont ils sont devenus les fabuleux faiseurs, les talent shows. Masterchef, The Voice, Nouvelle Star ne sont pas des jeux comme les autres. Leur particularité, ils révèlent des personnalités, des artistes devenus de véritables compagnons du paysage culturel français dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'un talent show? Pourquoi ce sont des jeux à part dans le PAF? Je vous invite à écouter Stéphane et Tristan dans ce nouvel épisode de cette série que vous trouvez passionnante. Vous la trouvez passionnante, n'est-ce pas? Stéphane Méret, réalisateur récemment installé à Montréal pour explorer un nouveau terrain de jeu. Pour moi, un talent show, c'est je vais faire un truc basique, c'est que je vais traduire, c'est une émission de talent. Donc, c'est une émission qui doit révéler des talents, que ce soit des talents de chant, de cuisine, de cirque peut-être, enfin dans d'autres émissions comme Incroyable Talent ou des choses comme ça. C'est vraiment des émissions autour de la personnalité des gens aussi. Donc c'est pour ça qu'au-delà de la performance basique, c'est-à-dire au-delà de la performance musicale ou au-delà de la performance culinaire, c'est aussi d'avoir des personnages attachants quand même. C'est-à-dire qu'on fait quand même une émission où on doit aimer les personnes qui sont dans l'émission. Donc on ne va pas les aimer juste parce qu'ils chantent bien, parce qu'il y a plein de gens qui chantent bien, donc il faut quand même qu'on amène quelque chose en plus. Et ça a été le cas notamment avec, sur ma première année de Nouvelle Star, ça a été l'année de Christophe Willem, où là ça a été vraiment une rupture par rapport à ce qui s'était fait avant, c'est-à-dire qu'on n'a rien révolutionné en termes de réalisation, mais juste cette personnalité-là, et son talent de chanteur aussi, mais juste lui a fait que l'émission a explosé. Vous savez pourquoi je rigolais? Parce que j'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez.
Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis genre, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce schtroumpf à rayures, là. Je sais pas, franchement, une dégaine impossible. Enfin, bon, allez, le énième fou, la énième casserole, le énième, bon, voilà, qu'est-ce qu'on nous envoie encore? Et tout d'un coup, il chante Desiree, puis vous chantez du tonnerre, quoi. C'était très, très étonnant, donc c'est un grand oui. Oui, Manu. Christophe, exactement ce que disait Marianne, vous rentrez, on s'attend à tout sauf à ça. Et dès l'instant où vous commencez à chanter, vous êtes habité, c'est-à-dire que ça s'allume de partout. Et ça swing de partout, les yeux s'ouvrent, les membres, tout prend sa place. Vous êtes complètement dedans et vous faites un plaisir immense. Et vous donnez tellement plaisir que vous nous donnez du plaisir. Donc c'est un vrai kiff. Tristan Carnet, passionné par le direct et toujours à la recherche d'émotions fortes. Bon, moi j'ai une référence de talent show évidemment, c'est The Voice, puisque c'est celui que je fais depuis bientôt 12 ou 13 ans je crois. Et donc c'est celui qui a habité depuis de longues années ma vie professionnelle. Donc pour moi, si je devais résumer, c'est des tranches de vie et des grands moments d'émotion mis à l'antenne, dans le cadre d'une mécanique de jeu évidemment, mais des grandes tranches de vie qui viennent sur un plateau et qui peuvent en un instant voir la leur de vie basculer. Il y a quand même des personnalités qu'on détecte assez vite. C'est-à-dire que Christophe, quand il est arrivé, on a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. C'était pareil avec Julien Doré. Après, il y a des personnalités qui se révèlent, et puis il y en a d'autres qui sont plus sur le talent de chant. Moi, j'aimais beaucoup Amandine Bourgeois, à l'époque, qui avait une voix un peu éraillée. Et Amandine, par exemple, c'était quelqu'un qui pouvait, quand elle chantait, elle pouvait me donner la chair de poule ou me faire pleurer en cas régie. C'est-à-dire que c'était vraiment elle passait des émotions incroyables, mais elle n'a jamais réussi à vraiment percer parce que justement, je pense qu'il lui manquait le côté personnalité qui peut plaire en plus au public, parce qu'il faut se démarquer quand même des autres chanteurs pour faire sa place maintenant. Enfin, quand on est à la Fnac, il y a tellement de disques, comment faire qu'on va en acheter un plutôt qu'un autre? C'est parce qu'on aime la personne en plus. Ce qui diffère à mon sens beaucoup les talent shows des jeux, c'est que dans les mécaniques de jeu, il y a le rythme est donné par la mécanique elle-même du jeu. Dans le cas où tout le monde veut prendre sa place, on pose la question, duo, carré, cache, le candidat doit répondre. Voilà, c'est une forme de mécanique comme ça, et c'est ça qui donne la musique et le rythme de l'émission. En revanche, dans un talent show comme The Voice par exemple, la mécanique est donc un chanteur qui vient, il est face à 4 fauteuils qui sont retournés, qui lui tournent le dos, et le coach qui aime cette voix buzz sur son fauteuil se retourne, et potentiellement le chanteur peut faire partie de son équipe. S'il y a eu 2 ou 3 coachs qui se sont retournés, le chanteur a le choix de choisir avec quel coach il va partir. Est-ce que ce sera Amel Bent, est-ce que ce sera Mika, est-ce que ce sera Florent Pagny ou Zazie par exemple. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. Pourquoi ? Parce que on filme des coachs qui écoutent à l'aveugle donc une voix, et c'est leur visage qui va traduire s'ils aiment ou pas ce qu'ils entendent. Par exemple, ils vont lever les yeux au ciel, ils vont plisser un peu les yeux, ils vont se gratter le menton, ils vont dire « Ah, c'est intéressant », ils vont se regarder entre eux, parfois leur main va hésiter à se rapprocher du buzzer, et puis ils vont attendre encore quelques notes, ils vont se réasseoir au fond de leur siège avant de buzzer, et tout ça dans un temps très court puisque c'est le temps de la chanson. Donc là, il y a quelque chose pour le réalisateur qui est assez sympa à filmer, c'est que moi je vais osciller entre l'émotion du chanteur qui est en train de délivrer sa prestation, sa chanson, et pour lui c'est un moment important parce que il vient pas là par hasard, il vient justement, sa vie peut changer, hein. Ça peut être Kenji Girac, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas du tout la vie d'une star de la chanson et qui va devenir un Kenji Girac, ou les frérots de la Vega, ou Slimane qui a fait The Voice. Enfin, il y a des tas de gens pour qui leur vie a basculé après The Voice. Donc ils ont une tension quand ils arrivent sur le plateau. Moi j'adore filmer cette tension-là. Ils rentrent sur le plateau silencieusement, il y a tout le public, l'orchestre joue pas encore, il y a une bascule lumière un peu impressionnante comme ça, et ils rentrent sur cet énorme plateau, on sent presque leur cœur battre. Je filme un peu les coachs qui essayent de deviner si c'est une femme ou un homme, est-ce qu'ils ont entendu des bruits de talons ou de chaussures. Bon voilà, ils se posent aussi des questions. La chanson démarre,
Souvent, parfois, la voix va être un peu fragile au départ, un peu plus timide, et puis c'est au fur et à mesure de la chanson que le chanteur va libérer un peu sa voix et aller chercher des notes un peu impressionnantes pour impressionner les coachs. Et à la fois, moi, je vais passer par ces moments d'émotion. Et donc ça, c'est vraiment un moment où le réalisateur, on lui fait confiance, on fait confiance à sa manière de voir le plateau et de savoir, commuter un petit regard d'une Zazie qui va être un peu émue. Et de pas louper ce regard-là. Voilà. Et après, effectivement, quand le fauteuil se retourne, là, oui, il y a une mécanique. C'est-à-dire, je sais que moi, au moment où un des coachs appuie sur le fauteuil, je sais que je prends une caméra qui zoome sur le fauteuil qui se retourne. Comme ça, je récupère son gros plan au moment où il découvre physiquement comment est le chanteur. Parce que parfois, ils buzzent sur une voix qui a l'air aiguë et puis ils vont se retourner, ils vont voir un gros barbu un peu balèze et donc quelqu'un qui n'a pas du tout la voix de son physique ou le physique de sa voix. Et donc là, oui, il y a une partie mécanique, mais avant ça, il y a une partie très émotionnelle, entre guillemets, et on donne au réalisateur les clés de la transmission de cette émotion-là au téléspectateur. Et ça, j'adore ça parce que c'est pour ça que j'adore filmer la musique, c'est qu'il y a un truc très au feeling, quoi. Je peux préparer... Par exemple, j'ai un Steadicam, c'est ces caméras portatives. C'est un cadreur qui porte une caméra sur un harnais, ça permet d'avoir des caméras très souples et tout ça. C'est une caméra qui est libre. Elle est rattachée à aucun câble et donc le cadreur peut tourner par exemple autour du chanteur, mais ça évidemment c'est au moment où je l'envoie. Je peux prévoir parfois des mouvements de Steadicam que je vais complètement annuler si je vois que Florent Pagny est ému par exemple. Je peux avoir prévu au bout de la première minute de chanson en répétition, je me dis tiens je vais envoyer le stead à ce moment-là parce qu'il y a un break de batterie, de guitare, ça va être canon d'envoyer le stead à ce moment-là. Mais si au moment où je l'ai prévu, je vois qu'il y a un des coachs qui est ému, je m'en fiche de faire le deuil de mouvement de stead parce que je vais privilégier à ce moment-là l'émotion d'un des coachs. Donc ça c'est très sympa parce que c'est un moment où tout le monde nous fait confiance sur notre capacité à retranscrire cette émotion-là. Je ne veux pas, je n'y arrive pas, je ne l'aime pas comme toi. Allez! Elle a tenté de me consoler, même si elle n'a pas tes mots ni ton passé. C'est vrai, mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que je... Le talent show, en général, c'est plutôt une émission de plateau quand même. On se déplace pas beaucoup. À part Masterchef, on avait des épreuves en extérieur et ce qu'on a ramené aussi dans Qui sera le prochain grand pâtissier. Je pense que les émissions de talent show, c'est des émissions très humaines, que des émissions d'aventure, c'est plus sur l'exploit. Et après, des émissions de jeux comme des quiz, où là, c'est vraiment très formaté en termes de réalisation, pour le coup, où il y a des changements de lumière, il y a des mouvements de caméra qui sont répétés, qui sont toujours au même moment, où là, il n'y a pas le côté réalisation. Pour moi, il est assez limité. Il faut juste savoir vraiment faire au bon moment. Donc, c'est une question de timing beaucoup pour les réalisations de quiz, on dira. Finalement, ce qui me plaît dans les réalisations de talent show, c'est le fait que ce soit monté après, bizarrement. C'est-à-dire que on pourrait dire que ça enlève du pouvoir au réalisateur sur le tournage, mais finalement, pour moi, le travail du réalisateur sur des talent shows qui sont beaucoup montés derrière, c'est d'amener la meilleure matière au montage, en fait, et qu'il puisse raconter la meilleure histoire possible. Donc, c'est d'avoir des images sur tout, d'avoir des plans variés, de rien rater. Donc, pour moi, c'est ça la particularité et ce qui me plaît dans la réalisation des talent shows, quoi. J'aurais bien aimé réaliser Starac et ça tombe bien parce que du coup, l'année dernière, je l'ai fait. Non, mais ça faisait partie des émissions que j'aurais adoré réaliser à l'époque parce que j'étais assistant quand il y avait la Starac, l'ancienne génération. Et cette année, quand Mathieu Vergne et Jean-Louis Blot ont coproduit la nouvelle saison de la Starac, ils m'ont appelé, ça m'a fait super plaisir parce que c'est une autre mécanique. Ça reste des chanteurs qui viennent chanter, mais avec une fragilité qui se situe ailleurs. Il y a un truc plus vivant, c'est des candidats qui sont moins rompus à l'exercice, et peut-être parfois moins des chanteurs professionnels qu'on peut avoir sur The Voice. Mais donc ça faisait partie des formats que je voulais réaliser, enfin dont je me disais c'est dommage que j'étais pas réalisateur au moment où la Starac existait, et cadeau dingue, la Starac est revenue et je la réalise avec Franck Broca, on co-réalise ça à deux et c'est super. J'aime la musique, donc c'est sûr que les talent shows musicaux
me parle plus. Je suis arrivé à la cuisine par MasterChef, mais c'était pas une passion. Je cuisine pas à la maison, je cuisine pas un grand cuisinier. Alors ma femme dirait que je suis fort en théorie, c'est-à-dire que je peux lui dire, je sais comment il faut faire, mais je sais pas le faire. Donc je peux me mettre à côté et lui dire non, c'est bizarre comment tu coupes tes oignons, mais par contre je pourrais pas lui couper les oignons. Mais parce que j'ai vu plein de chefs expliquer comment on coupait les oignons, mais je sais pas le faire. La musique, c'est sûr que c'est quelque chose qui me parle depuis toujours, donc j'aime les talent shows musicaux, j'aime The Voice, j'aime Incroyable Talent, c'est une émission que j'adore parce que justement il y a la variété des candidats, donc il y a la variété du chant, du cirque, de la danse, enfin j'aime ça. Alors il y a un format ici au Québec qu'ils essayent d'exporter en France, qui s'appelle Révolution, qui est un talent show de danse que j'adore, que je trouve ici, j'adore ce format. Alors, je sais qu'ils ont du mal à le vendre, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un super show où il y a des super persos et ils ont un concept technique de captation qui est génial, où ils ont mis des caméras tout autour du danseur, autour de la piste, et à un moment, il y a le moment révolution où ils font un système de bullet time en fait, où ils figent l'image et ils tournent autour de la personne à ce moment-là et ils analysent ce moment révolution. C'est vraiment une configuration technique qui est géniale, qui est fort sur le moment, sur l'instant aussi, de réussir à capter ça. Donc les artistes qui viennent préparent ce moment révolution aussi, pour que ce soit un moment esthétique aussi. Et puis il y a quand même des personnages et des personnalités qui sont hyper intéressantes. Alors, les candidats en général sur les talent shows répètent pas mal hors caméra, hors plateau, mais souvent, nous on a une journée de technique avant, où ils viennent chanter leurs chansons avec toute la mise en scène qui va avec, c'est-à-dire toutes les bascules lumière, parfois il y a des décors additionnels autour d'eux, etc. Donc là, ils viennent l'interpréter en plateau. Nous, on la répète avec les caméras. Et puis, dans le cas de la Starac, c'est en direct, comme pour la demi-finale et la finale de The Voice. Et donc après, au moment du direct, non, ils chantent vraiment en direct et nous, on réalise en direct. Ce que je vous racontais là sur ces changements de plan entre différents visages d'émotions, ça se fait en direct. Donc effectivement, si on loupe, on loupe, quoi. C'est ça qui est fort avec le direct et qui est assez excitant aussi. Les Québécois ont un regard un peu différent sur nous parce que on est des réalisateurs déjà qui switchons, c'est-à-dire que nous on switch directement en cas régie quand on fait une réalisation, alors que eux ils fonctionnent avec un switcher à leur place et le réalisateur ne commute pas, il annonce les caméras et il y a quelqu'un qui switch à sa place. Donc ça c'est vraiment la méthode américaine. Donc eux ont du mal à comprendre comment on peut switcher en temps réel. Et moi, j'ai du mal à comprendre comment tu peux anticiper que tu vas dire telle caméra et de le dire à quelqu'un et que ce soit aussi réactif que ce qu'on fait nous. Là, c'est vraiment deux façons de travailler différentes, mais c'est une question d'habitude, je pense. Donc, je pense que les deux méthodes fonctionnent. Les deux ont leur intérêt. Il faut vraiment une symbiose entre le switcher. Ils appellent ça un aiguilleur ici. Donc entre l'aiguilleur et le réalisateur, il faut vraiment qu'il y ait une symbiose parfaite pour que ce soit instantané, c'est-à-dire de dire la caméra 5, la caméra 2. Ils annoncent tout comme ça et quand il dit 2, l'aiguilleur appuie sur le bouton 2, caméra 2 par exemple. Il y a quand même des caméras qui bougent moins, où tu sais que tu peux guetter une réaction, par exemple tu peux guetter un sourire, tu peux guetter des choses comme ça, notamment avec les membres du jury sur les talent shows. Il y a des caméras où tu peux te dire « Ah bah tiens, à ce moment-là, là lui il a souri, mais là tu peux pas l'anticiper, c'est juste que tu le vois et tu switches à ce moment-là. » Donc tu préviens pas ton caméraman en disant vas-y switch là, tu vois, tu le fais. C'est sûr que c'est plus réactif. Mais ça te permet aussi d'avoir un peu de recul, de bien voir toutes tes caméras, de pas te concentrer sur ton switch à toi et de pouvoir te concentrer purement sur l'image et sur la façon dont tu vas enchaîner les plans, des choses comme ça. Tu l'intellectualises un peu plus peut-être quand tu travailles avec un aiguilleur. N'importe quelle scène d'une émission de télé, on peut la filmer de 1000 façons différentes. Je me rappelle quand je faisais le Grand Journal, donc c'est pas un jeu, c'est un talk show, mais je faisais le Grand Journal pendant les 15 ans, là, quand c'était l'émission en clair de Canal, qui était produite par Renaud Levanquim, et on recevait des tas d'artistes, de politiques, de plein de gens, et je me souviens que quand Ségolène Royal, c'est assez ancien, s'était déclarée à la présidence de la République, elle l'avait fait sur le plateau du Grand Journal, et c'était pas prévu. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle fasse une annonce dans un 20h et tout. Et ce jour-là, il y avait Jamel Debbouze qui était invité.
Et Jamel était assis à côté de Ségolène Royal, et toute l'émission, il la tannait en lui disant « Alors, vous y allez ou pas, vous y allez ou pas ?» Et donc, nous, on était persuadés qu'elle allait pas lâcher l'info, et il se trouve qu'elle a lâché l'info au Grand Journal, donc il faut savoir que quand une info comme ça est lâchée sur une émission de talk, ça part à l'AFP, c'est tout de suite une reprise AFP, et le lendemain, ça peut faire la une de certains quotidiens en disant Ségolène Royal, candidate à la présidence de la République. Il y a plein de façons de filmer cette séquence-là, mais il se trouve que ce jour-là, moi, je passais tout le temps le plan à deux de Jamel et de Ségolène assis côte à côte, parce que je trouvais que l'image était sympa. Mais j'aurais pu faire le gros plan de Jamel, le gros plan de Ségolène, le gros plan de Jamel, le gros plan de Ségolène, parfois un plan large. Mais là, je passais beaucoup le plan à deux, peut-être plus que d'habitude. Et au moment où elle a fait l'annonce, Jamel, il pose sa main comme ça rapidement sur le bras de Ségolène en disant « Bon, vous y allez ou pas ?» Et là, elle dit « Oui, j'y vais ». Encore une fois, la séquence aurait été la même et l'info aurait été exactement la même le lendemain. Mais j'ai eu cette petite image en plus où Jamel pose la main sur le bras de Ségolène que j'aurais pas eu si j'avais été en gros plan. Donc là, ça, c'est de la liberté de réalisation. Parfois, sur des jeux très mécanisés ou évidemment sur les talent shows, on a la même façon d'avoir cette liberté de réalisation. Si les coachs se lèvent et qu'ils vont voir le talent qui vient de chanter, je peux soit les filmer avec des caméras lourdes, c'est-à-dire des caméras qui sont assez loin mais qui me permettent de suivre les gens qui se déplacent, soit je peux envoyer ce fameux Steadicam et être au plus près, tourner autour. Si une Amel Bent prend dans les bras une chanteuse qui vient de chanter, qui en plus de faire partie de son équipe l'a bouleversée et qu'elle la prend dans les bras en disant c'était très beau et tout, je peux tout d'un coup m'approcher, et là c'est pareil, c'est moi qui décide de comment je vais filmer cette scène-là, et personne d'autre que moi décide du truc, parce qu'on peut pas être trois à prendre la décision. Je peux avoir un producteur qui me dit « Ah, est-ce que tu peux avoir plus le gros plan sur ce moment-là ?» Et évidemment, aucun problème pour moi pour fournir le plan qui est demandé par un producteur ou un diffuseur, mais quand c'est des moments comme ça un peu improvisés, c'est à moi d'improviser au même moment la séquence. En tout cas, j'ai une mission, c'est de pas louper ce qui se passe sur le plateau et de le filmer le mieux possible. Sur les différentes émissions, il y avait quand même des configurations techniques différentes, c'est-à-dire et assez particulières. Déjà par le fait de faire des tournages en extérieur, c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas un car régie forcément, on n'a pas justement un réseau d'ordre pour communiquer avec le plateau ou un retour de toutes les caméras. Donc là, c'est des configurations un peu particulières. On arrive à avoir un retour HF de chaque caméra. C'est pas des retours de très bonne qualité, mais ça permet d'avoir quand même un regard sur ce qui est filmé. Donc ça, c'est des configurations assez particulières en extérieur. Bon, sur MasterChef, c'était un peu différent parce qu'on avait vraiment des moyens un peu surdimensionnés, c'est-à-dire qu'effectivement, de pouvoir avoir de l'hélicoptère sur les tournages en extérieur, c'est incroyable. On a fait de l'hélico à l'Aiguille du Midi, à New York, enfin tout ça, c'était incroyable quand même de pouvoir faire ça. J'ai eu une expérience un peu particulière avec Netflix, notamment, où ça a été une adaptation de format. C'était un format qui faisait qui s'appelle Nailed It, et la version française s'appelle C'est du gâteau. Et en fait, on a été chargé de mettre en place un hub de tournage où, à Paris, on a tourné donc les versions françaises, espagnoles et allemandes. Donc on a travaillé avec des Espagnols, avec des Allemands, et nous, l'idée, c'était de mettre en place la configuration du décor, la lumière. Les équipes techniques étaient les équipes françaises, mais après, il y avait un réalisateur français pour les parties françaises, un réalisateur allemand pour l'Allemagne, un réalisateur espagnol pour les Espagnols. Alors c'était assez marrant parce que on travaillait forcément en anglais, mais moi, ma femme est espagnole, je comprends l'espagnol, mais je le parle pas. Donc les Espagnols me parlaient en espagnol et je leur répondais en anglais. Donc ça faisait des réunions un peu intéressantes et surprenantes, mais c'était chouette. C'était vraiment une bonne expérience de travailler, et on voyait vraiment la différence de façon de travailler des pays. Entre l'Allemagne et l'Espagne, ils n'ont pas du tout les mêmes façons de travailler. L'Espagne était beaucoup plus sur le feeling, et l'Allemagne, ils sont quand même assez rigides et ils aimaient que les choses soient faites comme ils avaient décidé de le faire. Ça a été compliqué d'ailleurs parce que le réalisateur voulait vraiment faire à sa façon, et nous on lui a dit que non, c'était quand même, il fallait qu'il réponde au format. Bonjour, c'est Artus, bienvenue dans C'est du gâteau. Allez, aujourd'hui nos pâtissiers amateurs, c'est pas peu de le dire amateurs, vont devoir refaire des pâtisseries complètement folles. Oh non. Oh, c'est impossible. À la clé, 5 000 € à gagner pour les candidats. Oh non, ça coule. Oh non. Ah, la gaufre. Oh, catastrophe. Montre-nous ce que tu nous as fait. C'est du gâteau. Noémie, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, par où commencer? Je
vais surtout essayer de sortir un truc beau. Après le goût, on verra. On va devoir goûter ça. Oh la vache. Ça sent le brûlé. Elle est parfaite. Oh là là. Évidemment, on va tenter de faire le mieux, faire des belles pâtisseries. C'est du gâteau. Il est mort, croyez-moi, ça va pas être de la tarte. Bim. Croise des doigts bien fort. Serre les fesses bien fort aussi. Le travail avec Netflix, c'était pas vraiment quelque chose de différent dans la façon de tourner, dans la façon de monter un peu, parce que c'est beaucoup plus rythmé. On est sur quelque chose de plus rythmé, on est sur quelque chose de plus fun, très divertissant. On n'était pas vraiment sur des réussites de cuisine, c'était des gens qui devaient faire des gâteaux en forme de stade de foot, en forme de chanteur, enfin des choses qui sont infaisables pour eux. Donc le but, c'était pas de montrer qu'ils étaient capables de le faire, c'était de montrer à quel point ils allaient le rater. Donc, et de rire de ça. Donc c'était encore plus la personnalité des candidats qui était importante, et puis de l'image rigolote, fun, d'un montage rapide, enfin... C'était, à ce niveau-là, c'était vraiment différent. En fait, moi, j'ai fait les 6 Français, j'ai fait la première de l'Espagne, et après, il y a un autre réalisateur qui est venu me relayer sur l'Espagne. Et l'Allemagne, ils avaient leur réalisateur, et ils ne voulaient pas avoir un réalisateur français du tout. J'ai des souvenirs où on peut avoir tous un moment, et ça c'est la beauté de la musique, pour le coup, ça sort de tout ce qui est mécanique et tout, mais je me souviens de moments où on peut tous avoir les larmes aux yeux pour un moment précis. C'est-à-dire, je dis tous, c'est les coachs en plateau, le talent, mais c'est tous les gens qui sont en régie, tous les techniciens, même les plus solides moralement peuvent à un moment avoir... Ça c'est beau quand même, quand l'image elle permet de retransmettre cette émotion-là, et c'est ça, parfois on peut retrouver ça aussi dans les jeux, dans les moments un peu forts de suspense, de gain, quand l'enjeu est énorme, ou si dans un jeu le candidat s'est vraiment donné à fond, ou si ça a été très serré entre deux candidats, et que c'est tous ces ingrédients-là qui font qu'il y a une forme de dramaturgie. Et nous, en fait, en étant réalisateur d'émissions de télévision, que ce soit de jeux pour le coup, de talk, de talent show ou de quoi que ce soit d'autre, on essaye de raconter cette dramaturgie-là, quoi. Quand on fait autant de tournages comme ça, on a toujours des anecdotes marrantes. Pour MasterChef, on devait faire justement des séquences de déplacement des vannes des candidats à New York, où là on avait réservé donc 3 heures d'hélicoptère au-dessus de New York pour filmer les vannes qui se déplaçaient dans New York. Et en fait, on a passé presque 1h30 à leur faire plutôt du radioguidage pour les sortir du bouchon, pour leur dire non, alors là, tournez à droite parce que là c'est bouché, tournez à gauche. Enfin, c'était marrant, on a passé plus de temps à faire ça qu'à tourner nos séquences. On a pu tourner les plans nécessaires quand même, mais ça c'était assez marrant. C'est vrai qu'on a tourné dans des conditions assez extrêmes parfois. Quand on a tourné à l'Aiguille du Midi, on a tourné donc à 3800 mètres d'altitude à peu près, sans préparation. Donc on monte des plans de travail, on monte des plans de cuisson, on monte tout ça à 3800 mètres. Et c'est hyper dur physiquement pour toutes les équipes qui y travaillaient là-haut. D'ailleurs, j'ai mon assistant réalisateur qui n'a pas pu tenir, il a eu mal à la tête, il se sentait pas bien, il a dû redescendre. On a un membre du jury, Sébastien Demorand, qui pareil se sentait pas bien, qui a dû redescendre. Donc on a dû, encore une fois, s'adapter pour que, avec moins de chefs, avec un assistant réalisateur en moins. Donc ça, c'était assez particulier de tourner là-bas. Quand on tournait à New York aussi pour MasterChef, on tournait sur un toit de building où on avait installé les plans de travail et les plans de cuisson à cet endroit-là. Et il faisait peut-être 40 degrés à l'ombre, c'était infernal. Il faisait une chaleur incroyable et les candidats avaient chaud, enfin, ils étaient à la limite de tomber dans les vapes. Moi aussi d'ailleurs, j'avais très chaud, j'avais Carole Rousseau qui m'arrosait avec une bouteille d'eau pour pas que je tombe dans les pommes non plus. Bonsoir à tous, bienvenue sur TF1, bienvenue pour la finale de MasterChef. Alors, c'est le moment que vous attendez tous, l'aboutissement de 11 semaines de compétition pour Elisabeth et Xavier. C'est ce soir que tout se joue et notamment la concrétisation du rêve d'une vie pour nos finalistes, celui de pouvoir vivre de leur passion pour la cuisine. Mais vous le savez, il n'y aura qu'un seul MasterChef. Alors, qui sortira vainqueur de ce duel au sommet? Réponse ce soir, après la série d'épreuves inédites imaginées par notre jury. Et je vous propose de retrouver tout de suite Elisabeth et Xavier. Donc ça, c'était des anecdotes assez rigolotes. Après, il y a des super rencontres. Moi, sur Nouvelle Star, comme je vous disais, j'étais musicien avant, et j'étais percussionniste, batteur, etc. Et quand j'ai tourné et quand j'ai travaillé avec Manu Katché, pour moi, c'était mon idole.
Manu Katché, célèbre percussionniste, batteur émérite, qui a joué avec les plus grands noms de la scène internationale, de Peter Gabriel à Tracy Chapman, en passant par Sting ou Tori Amos. Un musicien français incontournable. J'avais son poster sur mes murs dans ma chambre, etc. Donc la première année où je faisais que la post-production, on a organisé une diffusion de la première émission avec tous les membres du jury, etc. Et on m'a présenté Manu Katché pendant cette soirée-là. Enfin, le producteur m'a présenté Manu Katché et Manu m'a dit « Ah vraiment, l'émission elle est incroyable, c'est super bien monté, c'est bien rythmé, c'est super bien raconté, merci, bravo et tout ça. » Et je lui ai dit, mais j'ai encore la chair de poule quand je le raconte, c'est incroyable pour moi que Manu Katché me dise ça, c'était énorme, parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer avant. Sur X Factor, j'ai rencontré Véronique Dicker, qui fait quand même que je suis ici maintenant. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Véronique Dicker est une chanteuse et imitatrice canadienne. Les Français ont pu la découvrir dans l'émission X Factor. Elle a également participé à la comédie musicale Chicago, aux côtés de 2 autres Canadiens célèbres, Anthony Cavana et Stéphane Rousseau. C'est-à-dire que si je suis au Québec, maintenant, c'est parce que j'ai sympathisé avec Véronique qui était dans le jury de X Factor. On est venu tourner ici, on est resté amis, on est revenu en vacances en famille ici, et puis quand on a voulu s'installer ici, c'est Raymond, son manager et producteur, qui a dit « Ok, viens Stéphane, on va faire de la télé ensemble ici ». Cette rencontre sur X Factor a changé un peu ma vie, puisque je suis ici maintenant. Amitié, émotion, histoire incroyable, cette série de podcasts ne cesse de m'enthousiasmer. Et nos témoins, même si certains me sont familiers, je m'étonne à chaque entretien de la qualité de leurs témoignages, de la grandeur de leurs expériences. Les talent shows qu'ils ont contribué à rendre populaires en France sont de véritables œuvres audiovisuelles à part entière. Des jeux TV qui vont littéralement nous faire découvrir les talents de demain. Et c'est amusant de voir que les premiers spectateurs, voire les premiers fans de ces artistes en herbe, ne sont autres que celles et ceux qui les accompagnent vers la lumière. Nous pouvons dire que ces talent shows sont essentiels pour révéler ces personnalités au public, pour les faire briller et pour nous les faire aimer.